Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la Barre de Mont, plus précisément au Davio. Cet écomusée du Marais vendéen fait non seulement la part belle à la nature, mais aussi aux traditions populaires comme le saut à la ningle, qui pourrait bien devenir patrimoine national. Bonjour Annie. Bonjour. Vous êtes la directrice du Davio. Alors cet éco-musée du Marais vendéen, sa vocation première, c'est l'ethnologie. Alors c'est exactement pour ça qu'il s'appelle un écomusée et non pas seulement un musée. C'est qu'on parle avant tout des modes de vie et des savoir-faire du territoire. Alors ici, nous sommes sur un site de 3 hectares environ, où l'on peut déambuler à travers pas mal d'itinéraires différents. Qu'est-ce qu'on va découvrir avant tout ? Alors on découvre ce qui fait le Marais dans son histoire, donc d'hier à aujourd'hui, à la fois la manière dont il s'est formé, la manière dont l'homme se l'est approprié, l'a adapté, les différents types d'exploitation qu'il en a faites, que ce soit pour la saliculture, l'agriculture. Enfin, on va traverser comme ça les différentes époques jusqu'à aujourd'hui pour parler de l'homme qui y vit et de ses modes de vie et de la manière dont finalement il s'est implanté et a pu vivre sur ce territoire. Donc on va le faire à travers un parcours d'1 kilomètre, une dizaine de bâtiments patrimoniaux et 800 mètres carrés d'exposition d'objets du quotidien bien d'hier à aujourd'hui. Alors, les images typiques du Marais breton vendéen sont d'abord ces bâtisses, ces fameuses bourrines qu'on a autour de nous. Alors c'est ce qu'il y a de plus représentatif effectivement d'un point de vue de l'architecture. Des bourrines donc, sont des bâtiments traditionnels avec des murs en terre et une couverture en roseau qu'on va voir principalement dans la partie du pays de Mont, puisqu'on en a encore une centaine aujourd'hui, dont 2 caractéristiques effectivement sur le site du Davio. Le Marais breton vendéen, c'est un territoire qui fait quelle superficie ? Il prend en gros tout le nord-ouest du département. Oui, on est à 45 000 hectares. On va même jusqu'au sud du département de Loire-Atlantique. Et on est sur une spécificité propre, puisque souvent, lorsqu'on parle de marais, dans l'imaginaire collectif, on est surtout sur des zones marécageuses. Là, on est sur quelque chose qui est différent. 1 tiers en marais salé et 2 tiers en marais doux. Ce qui fait que même sur ces 45 000 hectares, on a un paysage qui est très changeant et très différent. Et donc forcément, un mode de vie et des habitations qui sont adaptées à ces différents types de paysages. Puis des lustres, les gens vivant sur place se sont adaptés pour circuler avec la fameuse yole qu'on appelle plate dans le Marais poitevin, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Oui. Et nous avons d'autres us et coutumes ici sur ce territoire, et notamment cette fameuse ningle qui sert pour diriger le bateau, mais aussi pour sauter au-dessus des étiers. Alors avec une petite différence selon l'usage, mais effectivement, on est dans ce qui caractérise même l'adaptation de l'homme à son environnement. Alors on le retrouve ici dans le Marais breton vendéen, mais on va le retrouver dans d'autres types de territoires, soumis aux mêmes contraintes, avec ce phénomène saisonnier effectivement d'inondation. Alors particulièrement dans le Marais doux, parce qu'il reçoit les eaux du bocage, puisque c'est le bassin versant du bocage, un peu moins dans le Marais salé, mais il n'empêche qu'on est sous les mêmes problématiques de devoir se déplacer là où il n'y a pas forcément de route ou là où la Charot peut être inondée. Et donc, il faut trouver des alternatives, soit donc par la yole lorsque le marais est inondé, soit avec la ningle lorsque le marais ne l'est plus. Mais par contre, qu'il faut pouvoir couper à travers champs pour se rendre au plus proche au village ou en tout cas chez son voisin qui peut être isolé. Le saut à la ningle, c'est
une tradition qui remonte à très loin ici dans le Marais breton. Oui, effectivement, on en a trace dans les écrits de Claude Masse. Déjà au XVIIe siècle, il y a quelques traces sans qu'on ait forcément de témoignages ou d'éléments probants pour l'attester, mais on sait que c'est un héritage d'un savoir-faire et d'une tradition qui est très ancienne et qui aujourd'hui a à cœur d'être présenté en tout cas au Davio comme étant un savoir-faire spécifique et assez emblématique effectivement du Marais breton vendéen. Et le saut à la ningle s'est décliné ces dernières décennies en concours de sauts ressemblant un peu au saut à la perche dans beaucoup de communes du Marais vendéen. Oui, on pense que même les premiers concours ont été faits à la fin du 19e siècle. Vraiment l'idée de pouvoir sauter le plus loin possible et l'étier le plus large. Donc ça a donné lieu comme ça à quelques records, puisqu'en 1936, c'est Monsieur Nollet qui à l'époque a battu le record de 11,20 mètres. Donc on est dans ce type de compétition qu'on pouvait proposer, qui existe toujours aujourd'hui avec les Jeux d'Orwett, donc au sud de Saint-Jean-de-Mont, ou encore au Perrier avec donc les Olympiades Maréchines. Annie, je vais peut-être maintenant aller à la rencontre de Laurine. Laurine, elle travaille avec vous, elle a sauté ici au-dessus des étiers avec cette ningle pendant tout l'été. Avec elle, on va pouvoir parler de cette perche traditionnelle de ce territoire et puis on va en profiter pour sauter un petit peu. Bonjour Laurine. Bonjour. Alors tu es médiatrice culturelle ici au Davio. Tu es arrivée il y a 2 ans sur place. Tu ne connaissais pas la ningle. Maintenant tu es devenue une experte. Voilà, j'ai appris ici. C'est la façon dont on porte la ningle qui est la bonne. Oui, c'est ça. Alors on la mettait à l'équilibre comme ça sur l'épaule. Et puis ça évitait qu'elle nous encombre quand on se déplaçait. Alors cette ningle est toujours en châtaignier, je crois. Alors la perche va être en châtaignier. Et le froc, qui est donc la partie à l'extrémité basse, c'est un morceau de bois qui est rapporté et lui, il est en chêne. D'accord. Il y a une hauteur réglementaire pour la ningle? Alors, c'est en général 2,5 fois la taille du sauteur. Donc, les enfants pouvaient sauter, ils en avaient des plus petites. Et après, chacun avait sa ningle approximativement 2,5 fois plus grande que lui. Il faut s'imaginer qu'autrefois, même les facteurs l'utilisaient pour atteindre les bourrines. Pour faire les tournées, voilà. L'avantage de la ningle, c'est qu'on peut, on peut se déplacer, entre guillemets, à vol d'oiseau. Le problème dans le Marais ici, c'est que sur la totalité du Marais breton, on a environ 7000 km de canaux, d'étiers mis bout à bout. Du coup, parfois, juste pour aller d'un champ à un autre, si on suit les chemins de l'époque, les charreaux, on pouvait faire beaucoup de détours. Pour éviter ces détours, on prenait la ningle qu'on allait planter dans l'eau et sauter d'un côté à l'autre. Il y a vraiment une gestuelle qu'il faut connaître. Oui. Alors. Comment s'y prend-on? Comment s'y prend-on? Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, moi, je suis gauchère. Alors, pour moi, je vais mettre ma main gauche en haut et ma main droite en bas, retournée. Alors, la main retournée, parce qu'au moment où je vais sauter, je vais pouvoir tendre mon bras et me porter. Si ma main était dans l'autre sens, je pourrais plier comme ça. Donc, je tends et je vais partir avec la ningle sur mon épaule gauche. Et en sautant, je vais faire une rotation et arriver de l'autre côté. Une petite technique particulière pour recommandation avant mon premier saut, c'est bien sentir avec le froc le milieu dans lequel elle va s'enfoncer. Voilà, alors en fait ici donc le sol c'est de la vase, du coup vous allez forcément vous enfoncer, vous ne pouvez pas ne pas l'enfoncer avant de sauter, il faut vraiment l'enfoncer, que vous soyez sûr de votre appui et ensuite vous pourrez sauter. Il y a une belle épaisseur de vase, donc il faut vraiment être sûr d'être au maximum. Bon, j'y vais. Allez-y, bon courage. Merci.
première, c'était comment? C'était bien. Ok. C'était bien. Moi, je suis tombée à ma première. Ah bon? Pas mal. Bon, super. Merci beaucoup, Je vous en prie. Laurine. On va retrouver Annie parce qu'on va continuer à parler un petit peu de la ningle, D'accord. mais sur la yole. Très bien. C'est juste un petit peu plus loin. Nous voici de retour avec Annie Josse, responsable du Davio. Alors, on vous a gardé avec nous, Laurine, pour la manœuvre de la yole. Vraiment, un peu comme la bourrine, hein. La yole, c'est vraiment la caractéristique un peu type du marais. Et le point commun avec le seau, c'est qu'on utilise une ingle, mais qui est un peu différente, hein. Tout à fait, puisque l'extrémité de la ningle, contrairement à celle qui est à sauter, le frot est en métal, formé de 2 pics, qui permettent de véritablement prendre appui dans la vase pour pouvoir faire glisser la yole sur l'eau. Alors, le seau à la ningle, tout comme la yole, pourrait devenir patrimoine national immatériel et bientôt. Exactement, puisqu'un groupe de travail est actuellement sur le dossier. L'objectif depuis la convention donc, de l'UNESCO sur ce qu'on appelle le PCI, donc patrimoine culturel immatériel, donc depuis 2003, a pour but d'identifier par les membres de la communauté, c'est-à-dire par les habitants eux-mêmes, ce qui caractérise leur culture, leur histoire, ce qui caractérise finalement leur héritage, au même titre que la yole, effectivement, la ningle ou encore les musiques et les danses de notre territoire. Et c'est avant tout cette communauté qui doit les identifier avant d'être inventoriée et inscrits ainsi de manière ferme et définitive comme étant représentative de notre patrimoine culturel local immatériel. Ça pourrait être une très bonne nouvelle pour le territoire, pour le Davio aussi. Alors bien sûr, parce que nous, notre rôle avant tout, c'est un rôle de facilitateur, puisque l'objectif est avant tout que ce soit la communauté, donc les habitants eux-mêmes qui identifient ce patrimoine. Nous, on est plutôt dans un travail de valorisation, de diffusion et plutôt dans un travail pédagogique au final. Bon, merci beaucoup en tout cas Annie de nous avoir fait découvrir ce patrimoine ici à la Bardemont. Avec plaisir. Avec ce magnifique site du Davio. Merci aussi à vous Laurine. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un autre numéro de Chemin de Traverse.